Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 28 avril 2021. Au programme, le projet de loi 83 sur les enfants sans papier et l'accès à la RAMQ, le bien-être et la santé mentale des enseignants et enseignantes du primaire. On parlera de la crise du logement et un retour sur la décision de la Cour supérieure. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. Dans un jugement de 240 pages, le juge Marc-André Blanchard a maintenu la loi sur la laïcité de l'État. Pour en parler, je reçois Maître Marie-Anne Dubé, avocate associée principale de Goldwater Dubé. Maître Dubé, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous rappeler nos auditeurs et auditrices brièvement sur les éléments importants du jugement? Mais comme vous venez de le mentionner, il s'agit d'un jugement extrêmement fouillé, 242 pages pour être précis. Et c'est un jugement qui fait suite à 4 dossiers différents dans lesquels 11 parties demanderaient et 7 intervenantes contestent la loi 21. De l'autre côté, 3 intervenants appuyaient la loi, ainsi évidemment que le procureur général du Québec, puisque son rôle consiste à défendre les lois. Le procès avait duré 6 semaines et au cours des mois de novembre et décembre. Et quelques mois plus tard, le juge Blanchard rend ce jugement extrêmement fouillé, dont le résultat est évidemment décevant pour tous ceux qui espéraient que la loi serait invalidée. En bout de ligne, il n'y a que les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale qui obtiennent victoire suite à ce jugement de première instance. Pendant le procès, les parties et les intervenants ont déposé de très nombreuses preuves, tant par des témoignages que de très nombreux experts également qui ont déposé des rapports. Cette preuve est très importante pour la suite du dossier parce que ce sera la base sur laquelle se fonderont les jugements à venir, de même que celui qui a été rendu par le juge Blanchard. Mais il ne faut pas sous-estimer, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas suffisamment rappelé dans les médias traditionnels, que le but du procès de première instance, c'est d'établir la table en mettant de l'avant toutes les preuves, puisque lorsque le dossier chemine et se rend en appel, les juges en appel vont devoir travailler sur la base de la preuve qui aura été faite en première instance. Oui. Donc, le jugement détaille cette preuve étoffée des problèmes concrets que pose la loi 21. Je pense qu'il y a certains passages du jugement que la population aurait lieu de lire et de connaître. Par exemple, lorsque le juge parle de conséquences cruelles qui déshumanisent les personnes visées, il s'agit d'un langage vraiment fort qui dénonce les effets de la loi 21. Donc, cette critique porte non seulement sur le contenu de la loi, mais également sur l'usage excessif de la clause de dérogation. Exactement. Malheureusement, en tant que tribunal de première instance, le juge Blanchard s'est senti obligé de suivre les décisions de la Cour suprême, donc le tribunal de plus haute instance au pays. Et il s'est donc senti lié par l'arrêt Ford, dont vous avez peut-être entendu parler. Je le cite. L'utilisation par le législateur des clauses de dérogation paraît excessive parce que trop large, bien que juridiquement inattaquable dans l'état actuel du droit. Par ailleurs, le juge Blanchard a quand même invalidé la loi 21, comme je le mentionnais plus tôt, à l'égard des élus de l'Assemblée nationale et des commissions scolaires anglophones. Un fait intéressant à noter, c'est que le juge Blanchard n'a pas suspendu l'effet de sa déclaration d'invalidité,
comme c'est souvent le cas, de sorte que cette invalidité a un effet immédiat. Concrètement, l'effet principal du jugement est que les enseignants qui portent un signe religieux peuvent travailler pour une commission scolaire anglophone, mais ne peuvent pas le faire dans les écoles publiques francophones. Maître, alors, juste pour résumer, le juge Blanchard a maintenu la loi sur la laïcité, mais il a invalidé 2 éléments de la loi qui ne pouvaient pas être protégés par la disposition de dérogation, à savoir les commissions scolaires anglophones et l'obligation que les élus de l'Assemblée nationale exercent leurs fonctions à visage découvert. Ma question est, quels étaient ses arguments pour soutenir cette décision, mais aussi pourquoi le juge Blanchard n'a pas utilisé les mêmes motifs pour l'ensemble des éléments contestés de la loi? En fait, le juge Blanchard a été obligé de se limiter à ce qu'il pouvait faire compte tenu de l'usage des clauses de dérogation. Alors, comme je viens de vous le mentionner, même si ces critiques portent sur l'ensemble de la loi et ces critiques demeurent la toile de fond de son jugement, il était dépourvu de moyens pour certaines des demandes qui lui étaient adressées, selon lui. On verra si la Cour d'appel et la Cour suprême sont du même avis. Mais il s'est senti les mains liées à l'égard de un bon nombre des demandes qui lui étaient présentées à cause des clauses dérogatoires. Et la seule fenêtre qu'il a trouvée, c'était à l'égard des élus de l'Assemblée nationale et à l'égard des commissions scolaires anglophones. Alors, son raisonnement pour les élus de l'Assemblée nationale, c'était que l'article 3 de la Charte canadienne, qui déclare que tout citoyen canadien éligible peut être élu à l'Assemblée nationale. Donc, grâce à la protection qu'offre cet article et qui ne pouvait pas faire l'objet de la clause de dérogation, le tribunal, ici le juge Blanchard, décide que il ne pouvait que cet aspect de la loi est invalide. C'est-à-dire que la loi 21 édictait qu'il faut que les élus soient à visage découvert. Et donc, cette limite va à l'encontre de l'article 3 de la Charte. Cette protection ne peut pas faire l'objet d'une clause de dérogation. Le procureur général n'avait pas fait de preuve que cette atteinte à un droit de la Charte est justifiée, donc le juge l'a invalidé. Dans le cas des commissions scolaires anglophones, ce n'est pas la même protection constitutionnelle qui s'applique, c'est plutôt la protection de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège le droit à l'éducation dans sa langue pour les minorités linguistiques. Donc, c'est intéressant et un peu triste peut-être. En fait, le canal qui a été utilisé pour protéger l'enseignant, c'est principalement l'enseignant, mais aussi parce que le jugement en parle, donc je ne veux pas le passer sous silence, l'effet que ça a également pour les élèves, mais c'est par l'entremise de l'effet que cela a sur les élèves d'être en contact avec une société diversifiée que le juge Blanchard a déterminé que la restriction de la loi 21 violait cette protection offerte aux minorités linguistiques, donc les enfants qui ont le droit à l'éducation en anglais au Québec ont le droit d'être en contact avec cette diversité culturelle, selon le juge Blanchard. Et c'est certainement une des questions que le procureur général du Québec
va contester en appel. Ce sera intéressant de suivre si la Cour d'appel et la Cour suprême vont abonder dans le même sens que le juge Blanchard. Vous avez mentionné que le juge Blanchard a estimé que la loi en a fait un usage excessif. Est-ce qu'on peut retenir que sans la dérogation, la loi sur la laïcité serait invalide? Absolument. Je pense que l'analyse du juge au sujet de la justification selon l'article 1, quand il analyse l'article 23, ce dont je viens de vous parler, lorsqu'il s'est penché à savoir est-ce que les droits de la minorité linguistique sont violés, quand il a répondu à cette question par l'affirmative, par la suite, il s'est posé la question est-ce que cette atteinte est justifiée? C'est souvent lorsqu'on parle de la justification selon l'article 1 de la Charte. Donc, il a fait ce travail de manière très, très détaillée. Il a étudié la question de la justification et il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune justification. Donc, tout donne à penser que si il avait pu faire la même analyse à l'égard des autres violations des droits qui sont protégés, qui étaient allégués, il serait venu à la même conclusion. D'autre part, on peut penser que même le gouvernement reconnaît qu'il n'y a pas de justification à la violation des droits fondamentaux, puisque le gouvernement a choisi d'adopter des clauses de dérogation qui sont tellement larges. Donc, il y a une reconnaissance implicite, même de la part du gouvernement. Exact. Le juge Blanchard, son jugement ne clôt pas le débat. D'ailleurs, le gouvernement a immédiatement décidé d'aller en appel. Pensez-vous qu'on va vivre une longue bataille juridique? Je pense qu'il faut s'attendre effectivement à ce que le débat continue pendant quelques années. Probablement que la Cour d'appel aura besoin d'environ 1 an et demi avant de rendre un jugement sur la question, le temps que les différentes parties montent leur dossier, que l'appel soit entendu, que le jugement soit rendu. Par la suite, probablement que une partie ou l'autre ou plusieurs feront une demande d'autorisation à la Cour suprême. Cette demande d'autorisation prend quelques mois en général. Par la suite, il y a encore plusieurs mois pour monter le dossier devant la Cour suprême et il faut attendre en général aussi quelques mois pour être entendu après que le dossier soit complété. Et souvent, la Cour suprême va prendre 9 mois ou 1 an avant de rendre son jugement. Donc, il est très possible que le jugement éventuel de la Cour suprême survienne après juin 2024, puisque vous vous rappellerez que les clauses de dérogation doivent être adoptées pour une période maximale de 5 ans. Donc, il est probable que le dossier soit toujours en cours lorsque ces 5 années viendront à échéance. Maintenant, c'est sûr qu'il est possible, si le gouvernement est réélu, si c'est le même gouvernement qu'Akis qui est réélu, il est probable ou possible que les clauses de dérogation soient renouvelées. Mais si on se projette dans le temps, je pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre. Merci beaucoup pour les explications. Maître Marie-Hélène Dubé, avocate associée principale Goldwater Dubé. Merci, au plaisir. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. L'environnement de travail des enseignantes et enseignants est très important au point que le mal-être affecte la vie en classe et l'apprentissage des élèves. Pour mettre en lumière cette problématique, je reçois Dr Caterina Bomprin, docteur en éducation, chargée de cours à l'Université de Montréal, coordonnatrice de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et les demandeurs d'asile pour en parler. Madame Bomprin, bonjour. Bonjour, je suis bien heureuse de pouvoir joindre à vous ce matin. Merci. Alors, avant de parler de la recherche que vous avez menée, dites-nous comment ce phénomène de mal-être chez les enseignantes et les enseignants est vu ici au Québec et ailleurs dans le monde.
Oui, en fait, malheureusement, c'est une situation qui n'est pas seulement spécifique au Québec. Donc, on en entend parler aussi ici, mais il y en a vraiment il y a des recherches qui ont été menées, puis dans 36 pays et régions, vraiment, c'est des problématiques qui sont assez communes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mal-être? Déjà, ça peut être du stress qui est vécu au travail. Donc, il y a des associations qui vont dire même que l'enseignement pourrait être l'une des professions les plus stressantes. On peut le voir par des absences répétées ou un désir de s'absenter. Donc, il y a des enseignants qui vont dire, je pense que je vais prendre 4 jours, ça va être suffisant parce qu'on a besoin de récupérer. Mais il y a aussi tout ce qui est épuisement professionnel, le burn-out. Donc, on peut observer, par exemple, il y a une étude qui est parue en 2010 qui disait que 60% des enseignants vivraient des symptômes d'épuisement professionnel au moins une fois par mois et que 20% ce serait plus d'une fois par semaine. Donc, c'est assez problématique. Mm-hmm. Dans une perspective plus psychopédagogique ou dans la relation avec les élèves, mais là, on observe que finalement, le mal-être des enseignants, ce qui est vécu, soit le stress, le burn-out, en fait, le fait qu'ils ne soient pas nécessairement disponibles pour les élèves, ça peut justement influencer la motivation scolaire, mais aussi l'instauration d'un bon cadre ou d'un bon climat en classe qui favorise les apprentissages. Mmh. Concernant votre recherche, parlez-nous, dans quel contexte elle était inscrite et puis les conclusions de cette recherche? Oui, en fait, j'ai mené ma recherche doctorale. C'est le titre trop long. C'était l'étude du soutien social qui était mis en œuvre lors d'activités collectives qui étaient conçues et menées pour favoriser le développement du bien-être au travail. En fait, c'était vraiment l'étude de l'aide qui était donnée entre les participants. Donc, autant l'aide qui était donnée et reçue et qui était disponible. Ça a été mené dans un département d'accueil au secondaire. Donc, c'était quand même une perspective assez particulière parce que c'était des enseignants d'accueil. Et dans le fond, le cadre qui est très particulier, c'est un groupe de parole. Donc, c'est vraiment un espace où les enseignants venaient discuter 2 heures, une fois par mois, où les discussions étaient complètement libres et ils pouvaient justement aborder des difficultés qu'ils vivaient au quotidien ou juste leur quotidien et trouver justement des points communs avec les autres enseignants. Pour justement pouvoir peut-être trouver des solutions ou des fois juste extérioriser un peu certaines choses qui étaient vécues au quotidien et qui vivent des fois de façon un peu solitaire dans leur classe. Mm-hmm. Dites-nous comment les retombées vont influencer certaines pratiques ou la valeur ajoutée de votre recherche. C'est sûr que la première valeur ajoutée, c'est vraiment de comprendre plus le soutien social qui est mis en œuvre dans des groupes de parole comme ça. Et en même temps, des retombées plus secondaires, c'est vraiment de comprendre comment on peut soutenir les enseignants dans un contexte scolaire. Donc, c'est sûr qu'on leur donne beaucoup de moyens, des fois, soit directement de façon individuelle, donc pour aider les élèves, des fois c'est pour aider la classe. Et on va leur donner justement du financement ou peu importe, du financement c'est relatif, mais quand même certains moyens pour réaliser des projets, mais vraiment, en fait, c'est rare que les activités se concentrent sur le bien-être au travail chez les enseignants et comment, en fait, elles vont favoriser le bien-être au travail chez les enseignants. Donc, ma recherche donne quelques pistes justement pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène-là et mieux soutenir les enseignants par la suite. Oui. La problématique de mal-être des enseignantes et enseignants existait avant l'apparition de la COVID-19. Jusqu'à quel point les conséquences de la pandémie affectaient la santé mentale, l'adaptation et l'apprentissage des élèves et des enseignants? En fait, si vous me permettez, je vais commencer par les enseignants. Ensuite, on pourra voir dans une perspective psychopédagogique où justement la relation entre l'élève et l'enseignant. Mais chez les enseignants, en fait, puis je pense que tout le monde, c'est vraiment une situation qui nous permet de comprendre quand même plusieurs aspects là, parce que tout le monde le vit en même temps. C'est sûr que ça engendre beaucoup de stress. On a de plus en plus de données là, relatives à ça parce que finalement, au début, tout est nouveau. C'est sûr que ça a été une adaptation pour tous. Et maintenant qu'on peut avoir justement des données, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de stress. Il y a quand même des points relativement positifs parce que finalement, il y a une meilleure compréhension du vécu ou une sensibilité par rapport en fait des enseignants, par rapport au vécu des élèves à la maison ou à l'école. Par contre, à moyen long terme, c'est sûr que
tout ce qui est stress, tout ce qui est capacité de s'adapter au changement, ça dépasse quand même ce que l'individu peut soutenir longtemps. Donc, c'est sûr que dans une perspective justement à moyen long terme, on va voir probablement des effets qui vont être de plus en plus flagrants, là, qui vont être les retombées de la pandémie. Parce que même si ça fait au moins 1 an qu'on est bien engagé maintenant là, dans toutes les mesures sanitaires et tout, on peut quand même voir qu'on continue d'avoir des changements, il continue d'avoir des nouvelles mesures. On ne peut pas nécessairement s'appuyer sur une stabilité et ça continue d'être assez lourd là, dans les contextes scolaires. Oui. Donc, c'est sûr que pour les enseignants, c'est ce que je peux dire. Pour les élèves, de la même façon, en fait, la relation entre l'enseignant et l'élève est très, très importante. Et c'est sûr que tout ce qui est discontinuité, donc quand on parle justement si on fait du présentiel à distance, s'il y a des interruptions, c'est sûr que ça peut avoir des retombées sur la relation éducative. Et c'est sûr que tout ce qui est motivation, tout ce qui est lien justement pour l'apprentissage, qui est très, très important, peut-être moins là. Et là, je parle pas de toutes les autres composantes le plus individuelles, qu'est-ce qui se passe à la maison, comment s'est passé le confinement, etc., qui peuvent aussi avoir des retombées sur les élèves et leur disponibilité pour les apprentissages. Dans ce contexte difficile, souvent on parle de la résilience. Est-ce qu'il est aussi facile d'atteindre la résilience et puis pour s'en sortir? C'est une bonne question. La résilience, souvent on en parle comme étant justement, vous avez bien aimé, atteindre la résilience. Mais la résilience, en fait, c'est oui, on peut justement faire face à un certain stress après un certain temps, mais on n'est pas dans un état stable de résilience. Donc, c'est aussi de voir jusqu'où on est capable de gérer ce stress-là et comment on va être capable aussi de s'épanouir. Donc, c'est pas, moi, je le vois aussi dans une autre perspective. Donc, on n'est plus juste dans la réaction, parce que la réaction demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais comment on va pouvoir justement favoriser l'épanouissement au travail chez les enseignants, juste pour les élèves, un développement qui est plus optimal. Donc, c'est sûr que tout ce qui est capacité d'adaptation au changement est important. Il faut diminuer le stress. Je suis convaincue qu'il faut aussi augmenter les activités qui vont favoriser le développement du bien-être. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus dans la recherche qu'on voit, c'est que oui, le mal-être au travail en ce moment est bien documenté. Ou, du moins, il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur le sujet pour comprendre les retombées de la COVID-19. Par contre, il y a beaucoup d'études aussi qui s'attardent au bien-être. Et ça, en fait, il y a quelques années, si on remonte de 20 ans, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Donc, il y a quand même un souci, là, autant dans la recherche que justement dans les milieux, de favoriser le bien-être aussi. Est-ce que les autorités, les administrateurs, les politiciens aussi, ils sont au courant de l'impact de mal-être des enseignants? Je le souhaite. C'est sûr que, en fait, c'est pas une question qui est facile. C'est une question qui est vraiment c'est multifactoriel. Ça va dépendre aussi beaucoup de l'environnement dans lequel l'enseignant évolue. Donc, c'est sûr qu'on pourrait pas mettre une mesure qui est commune et tout. C'est sûr qu'il faut s'attarder aux conditions de travail. Je pense que de plus en plus, en fait, la COVID va avoir mis en exergue les conditions de travail, va avoir poussé aussi plusieurs enseignants, malheureusement, au bout du rouleau. Oui. Vraiment, là, ça va être à leur maximum pour pouvoir s'adapter au changement. C'est malheureux, mais j'espère que ça va mettre en lumière justement des problématiques qui durent depuis plusieurs années. Ça a été documenté et redocumenté. Vraiment, là, plus on remonte dans la littérature scientifique, plus on voit que c'est quand même une constante. Là. Il y a un mal-être qui est vécu par certains enseignants. Et il faut le prendre en considération parce que ça ne change pas. Et avec toutes les retombées que ça peut avoir autant pour les enseignants eux-mêmes, quand on quitte en épuisement professionnel, on ne quitte pas la tête haute. On veut pas ça. Et tout ce que ça peut avoir comme retombée sur les élèves. Donc, c'est vraiment majeur parce que autant, oui, ça peut entraîner comme je disais, des symptômes d'épuisement professionnel et tout qui rendent moins disponibles les enseignants, mais il y a aussi tout le roulement du personnel. Donc, les classes qui ont plusieurs enseignants à la fois parce que des enseignants, il y a une pénurie, parce qu'on n'est pas capable d'offrir une stabilité, c'est aussi assez néfaste pour les élèves.
Merci, j'espère que ça va changer. Docteur Caterina Mamprin, docteur en éducation, chargée de cours à l'Université de Montréal, coordonnatrice de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeurs d'asile. Merci, au plaisir. Bon, merci, au revoir, bonne journée. De retour à l'émission, on parlera de la crise de logement. Est-ce qu'il y a vraiment une crise de logement à Montréal? Comment il est vécu sur le terrain? Quel est l'impact sur les familles vulnérables? C'est ce qu'on va voir avec notre invité, M. Mazen Houdayeb, directeur général de Romel. M. Houdayeb, bonjour. Bonjour. Alors, je commencerai par la question clé. Est-ce qu'il y a une crise de logement et comment il est vécu sur le terrain? Oui, je peux dire oui, effectivement, il y a une crise de logement à Montréal, puis ça évolue rapidement. Et je pense que si on met pas en place des mesures efficaces, mais ça risque qu'on se trouve dans une situation relativement de perte de contrôle. Mais lorsque je dis crise de logement, il faut comprendre que tout est relatif. Je parle pas d'une catastrophe, là, mais je parle d'une crise qui évolue et qui risque de devenir extrêmement difficile à gérer après. Il y a quand même pas mal de décisions ont été faites, de l'argent qui est venu de différents paliers de gouvernement. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop tard? Écoutez, il faut comprendre que le problème de logement à Montréal, c'est un problème complexe. Alors, les mesures qu'on peut prendre devraient être des mesures à plusieurs niveaux. Et en parallèle, parce que ça doit répondre à plusieurs problèmes qu'on peut qualifier sous la bannière de crise de logement. Il y a la question des besoins de famille, il y a la question de surpeuplement dans beaucoup de logements à Montréal, il y a le problème d'insalubrité, il y a le problème qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui, qu'on appelle la rénoviction. Il y a le manque de prix abordables. Les prix sont devenus pas abordables à Montréal de plus en plus. Puis il y a le problème des personnes, les ménages à faible revenu et les ménages ayant des besoins particuliers. Tout ça, c'est pas une seule mesure qui est capable d'adresser ce problème. C'est une multitude de mesures à plusieurs niveaux du gouvernement. Maintenant, si je reviens à votre question sur l'argent qui est annoncé, etc., est-ce que c'est trop tard? Moi, je peux vous dire, et ça, c'est pas nécessairement une critique, une reproche, etc. C'est vraiment un constat. C'est que les machines gouvernementales, à tous les niveaux, sont des machines qui sont lourdes. Alors, lorsqu'ils mettent en place, par exemple, un programme, ça prend beaucoup de temps à le mettre en exécution. Il y a beaucoup de procédures administratives, il y a beaucoup de règlements et de lois qui font en sorte qu'on peut parfois dire que c'est une mesure qui arrive un peu trop tard. Mais le pire, c'est que lorsqu'on tente de l'appliquer, la complexité des démarches font en sorte qu'on est toujours en rattrapage. Ça veut dire la crise nous rattrape. Le manque de logement, par exemple, à prix abordable, devient de plus en plus senti. Et les prix et la spéculation augmentent parce que comme on n'agit pas assez rapidement. C'est un peu ça notre constat. En fait, retournons à la question de pénurie. Comment expliquez-vous cette pénurie de logement dans ce contexte de pandémie où c'est plus le télétravail qui est devenu une réalité, où plusieurs personnes restent en région, comme même les étudiants? Pourquoi il y a une pénurie? Il y a pas, à mon avis, on peut pas dire qu'il y a une pénurie de logements. Le problème, c'est le prix des logements. Vous savez, il y a des logements à louer. Je peux vous donner, par exemple, un petit exemple. Il y a beaucoup de projets de condominiums qui étaient construits et que les propriétaires ou les promoteurs n'ont pas nécessairement réussi à vendre tous les condos. Alors, ils ont opté pour faire de la location. Et il y a des projets privés qui sont en location, qui sont faits, pas beaucoup, mais il y en a. C'est la question du prix
qui est le plus gros problème aujourd'hui, plutôt que la pénurie de logements là. Ok. Ça dépend aussi des quartiers. Il y a des quartiers là où effectivement il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, mais même lorsqu'il y a une offre sur le marché, c'est des prix qui sont inaccessibles à une bonne partie de la population. Vous avez parlé de rénovation. Effectivement, les propriétaires, certains propriétaires utilisent des astuces pour contourner l'esprit de la loi. Jusqu'à quel point la loi protège les locataires? Encore une fois, je dois dire que c'est un problème complexe, parce que lorsqu'on parle loi, on est devant une machine qui applique à la lettre certains règlements qui parfois, selon les circonstances, ne sont pas compatibles avec la réalité du cas. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'astuces, oui, effectivement, comme n'importe quelle loi, les gens peuvent trouver des moyens de la contourner tout en restant, entre guillemets, dans la légalité. C'est pour cela, lorsqu'on fait l'appel à, par exemple, geler les augmentations ou des choses comme ça, c'est des mesures qui peuvent aider, qui vont pas régler nécessairement le problème à long terme, mais ils vont peut-être régler ponctuellement certaines situations là où il y a beaucoup d'abus. Mais ça, c'est une mesure, mais on peut pas arrêter à cette mesure. Parce que il y a des cas là où ça veut dire la rénovation est presque imposée. Après ça, le propriétaire privé, il doit investir pour rénover, et en investissant, je parle purement économique là, comment est-ce qu'il va récupérer son argent? Ça cause toujours un problème aussi, ces affaires-là. Alors c'est pour cela que je dis que c'est des solutions un peu à géométrie variable, à plusieurs niveaux, qui doivent être appliquées pour trouver une solution à long terme. Selon vous, qui est le groupe le plus touché par cette crise de logement? Il y a plusieurs groupes qui sont touchés. Je commence par les familles qui ont un revenu moyen et faible. Alors, ils sont touchés pas juste au niveau, par exemple, du coût de loyer, parce qu'on trouve des familles aujourd'hui, par exemple, qui payent un ancien loyer qui n'est pas élevé, mais ils sont en surpeuplement, ou ils sont dans un logement insalubre. Ils sont comme obligés d'accepter cette situation parce qu'ils n'ont pas une alternative pour aller ailleurs, pour avoir un logement plus adéquat. Alors le problème, il vient ici aussi. C'est un problème majeur. Il y a aussi des solutions, mais les solutions, encore, il faut les appliquer. Il faut les appliquer d'une façon rapide, rigoureuse et ainsi de suite pour atténuer cette problématique. Alors ça, c'est les personnes vulnérables. Il y a aussi des personnes qui ont des besoins particuliers, qu'ils ont parfois de la misère. Il ne faut pas oublier non plus l'itinérance, exemple. Alors ça, c'est des ménages, on va les appeler, des ménages qui vivent vraiment dans la crise actuellement pour le logement. Votre organisme, Romel, il travaille, je pense, en priori auprès des personnes issues de l'immigration. Est-ce que vous constatez encore des cas de discrimination? Ah oui, toujours. De toute façon, lorsqu'il y a ce qu'on appelle une crise de logement, ça favorise beaucoup la montée, si vous voulez, de discrimination. Parfois subtile, parfois même claire, directe. Ça dépend, mais oui, il y a des phénomènes ici. Et nous, au Romel, on a quand même, je dirais, conçu ou créé une piste de solution qu'on a testé, que ça a fonctionné, mais malheureusement, on n'a pas eu l'appui financier nécessaire pour continuer dans cette voie. Mais c'est ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Retournons à la question de prix de loyer. Que dites-vous de ceux qui disent que la situation à Montréal n'est pas aussi pire comparée à Toronto ou Vancouver, par exemple? Oui, je ne sais pas, est-ce on est jaloux de Vancouver et Toronto et on veut les rattraper, mais ça veut dire que à Montréal, comme j'ai dit, ça évolue et on s'en va vers une crise réelle. Aujourd'hui, les prix de loyer, si je regarde par exemple, c'est vraiment les prix des loyers par rapport à Montréal deviennent de plus en plus élevés. Il n'y a pas de prix abordable à Montréal.
pour le moment. Mais lorsque je fais relativement la comparaison, est-ce que je compare Montréal à Toronto et à Vancouver? Aujourd'hui, je dis non. On n'est pas rendu là. Mais on s'en va vers cette situation si on ne prend pas des mesures qui sont vraiment rapides et efficaces. On s'en va vers ça. Souvent, lorsqu'il y a une crise du logement, par exemple, on s'adresse au gouvernement, on vise les gouvernements, mais quel est le rôle, comme un organisme comme la vôtre ou les groupes les GRT dans cette crise-là? Les groupes de ressources techniques. Exactement, dans cette crise-là. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que notre rôle avec les autres groupes communautaires, il est crucial. Et on joue ce rôle-là. Et on le joue, je dirais, efficacement à travers le Québec. Si je parle de Montréal, oui, on est à Montréal, on a 4 groupes de ressources techniques qui travaillent d'arrache-pied pour monter des projets de style communautaire, des projets sociaux, des projets à prix abordable. Sauf que la règle du jeu dit que mais nous, on n'est pas on est les promoteurs communautaires, mais c'est pas nous qui ont les budgets. Les budgets viennent du gouvernement. Viennent des paliers du gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, municipal. Et ça, lorsqu'il y a une limite de budget à ce niveau-là, ou des limites des programmes, c'est sûr que nous, on doit composer avec ce qu'on a entre les mains. Et ça peut être très aidant, comme ça peut créer des contraintes lorsque c'est difficile de développer des projets. Mais en parlant de ça, une des réponses la plus efficace pour la crise de logement, la question de l'abordabilité, la question des ménages qui sont mal pris, c'est le logement communautaire et le logement social. Alors, ça, c'est un investissement, à notre avis, un investissement sûr de la part des gouvernements, parce qu'il a un impact extrêmement important sur la paix sociale, sur la santé, et ça, c'est prouvé. Même des études même du gouvernement, de la Société d'habitation du Québec, ont prouvé l'impact de cet investissement, l'impact positif de cet investissement sur plusieurs niveaux, incluant la santé. Puis la question de l'épanouissement des gens, la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre la spéculation, par exemple, au niveau des loyers. C'est le seul, le plus efficace, je dirais, comme solution, c'est le logement communautaire et social. Oui. Et c'est un investissement sûr, je répète, parce que parfois des gens pensent que c'est de la pure charité. Ce n'est pas vrai. C'est de l'argent qui fait marcher l'économie, qui fait fonctionner l'économie et qui donne des impacts socio-économiques très, très tangibles et intéressants. Ma dernière question pour vous, comment s'en sortir de cette crise, sachant que le gouvernement de Québec refuse de reconnaître l'existence d'une crise du logement? Vous l'avez dit, il faut commencer peut-être par reconnaître qu'il y a une crise qui se développe. Il faut commencer par le reconnaître. Puis il faut donner les outils parce que parfois, vous savez, on voit beaucoup d'annonces, ce qui est très positif, des milliards ici, puis des millions ici. C'est très positif comme annonce, c'est très positif comme engagement, que ce soit de la part du fédéral, provincial. La ville, on n'en parle pas, la ville est très engagée. Comme je parle de la ville de Montréal, elle est déjà très engagée dans le développement, par exemple, de ce type de logement, etc. Mais ça prend de l'argent, ça prend du financement. En plus du financement, ça prend des mesures pour faire face à un marché spéculatif. Ça veut dire que moi, un projet de logement communautaire, si je le compare par exemple à un projet de logement privé qui se développe, des condominiums ou du locatif privé qui n'est pas abordable, exemple, mais le premier, ça prend, je donne un exemple, ça prend 1 an pour finir, l'autre ça prend 5 ans pour finir. Alors on est toujours en rattrapage, on est toujours en manque de mettre sur le marché des unités de logement à prix abordable pour faire face à la crise. Alors, c'est dans les procédures, dans les règlements, dans les règles d'attribution, par exemple, du financement,
qu'il faut, et moi, nous, on sait que des instances comme la Ville de Montréal ou autres, ils travaillent fort pour trouver des solutions par rapport à ça, mais ça ne relève pas d'une seule partie. Ça relève vraiment des 3 paliers du gouvernement, ça relève des banques, ça relève du secteur privé aussi. C'est une responsabilité collective, cette affaire-là. C'est pas une responsabilité d'un seul parti, là, ou d'une seule partie. Tout à fait. Merci. Mazen Houdaïeb, directeur général de Remel. Merci, au plaisir. Merci. Bonne journée. Selon plusieurs organismes, le projet de loi 83 qui vise à élargir la couverture de l'assurance maladie aux enfants nés au Québec de parents immigrants au statut précaire est loin de la réalité. Pour en parler, je reçois Mme Nadia Pollaert, directrice générale de Médecins du Monde Canada. Madame Pollaert, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez qualifié le projet de loi de complexe. Comment il est traduite cette complexité? Écoutez, c'est comme vous savez, Médecins du Monde, on milite depuis 25 ans ici au Canada pour l'accès aux soins de santé. Et donc, un des enjeux qui nous préoccupe depuis une vingtaine d'années, c'est notamment les enfants de parents migrants à statut précaire qui n'ont pas accès aux soins. Donc, on a poussé depuis de nombreuses années maintenant avec d'autres partenaires comme Amnesty International, l'Observatoire des Tout-Petits, justement à démontrer cette injustice. Et finalement, tout ça, ça a mené au projet de loi. Et donc, on espérait que ce projet de loi va simplifier les choses parce qu'il faut savoir qu'en 2001, le gouvernement du Québec avait décidé que les enfants devaient avoir accès aux soins, nonobstant le statut de leurs parents, mais cette décision du législateur n'a jamais été appliquée par la RAMQ. Et donc là, on se retrouve 20 ans plus tard et enfin, il y a un projet de loi. Et pendant les derniers 20 ans, les ONG se crêpaient le chignon avec la RAMQ à chaque fois quand il y avait un cas parce qu'on n'avait pas la même interprétation. Donc on s'est dit, tiens, il va y avoir un projet de loi, ça va clarifier les choses, mais on se rend compte que c'est un projet qui est très compliqué parce qu'on se pose la question sur toute la mise en œuvre bureaucratique et dès qu'il y a trop de bureaucratie, ça va être compliqué pour les gens. Donc la bonne nouvelle, c'est que le projet de loi, dans l'état où il est actuellement, il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont avoir accès aux soins de santé au Québec, pris en charge par le gouvernement du Québec. Donc, notamment les enfants qui sont nés ici, qui sont citoyens canadiens. Mais nous, on reste préoccupés par des enfants qui ne sont pas nés ici, mais qui vivent ici et où l'accès va encore être compliqué et difficile. Lier les droits de l'enfant au statut de ses parents, peut-on parler de discrimination? À notre avis, oui, parce que quand vous regardez, je vous donne l'exemple, même avant d'aller à l'international et de dire il faut que l'enfant il soit détaché dans toutes les conventions internationales, c'est clair, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'enfant, c'est un sujet de droit donc indépendant de ses parents. Mais c'est comme un peu en ce moment, comme si je vous disais, un enfant d'un parent qui est en prison, il n'a pas droit au CPE. Il n'y a aucun lien. Je veux dire, ça c'est le parent et c'est l'enfant. On n'enlève pas les droits aux enfants à cause de leurs parents, mais c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec les enfants dont les parents sont les migrants à statut précaire. On les pénalise parce que leurs parents n'ont pas de statut. Là, actuellement, la situation, il est toujours que les enfants, ils sont pas protégés par la RAMQ. Selon vous, quel est l'impact de cette exclusion au niveau de développement? Écoutez, on a, quand vous regardez notamment les pédiatres, les pédopsychiatres, donc les médecins de famille, tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a quand même le problème, c'est que d'abord, les enfants, en général, ils n'ont pas des gros problèmes de santé, mais c'est pas pour rien qu'on a des rendez-vous réguliers avec des médecins pour la vaccination notamment, pour veiller au bon développement des enfants. Donc déjà, toute cette prévention, elle est pas possible parce que les enfants n'ont pas accès au système de santé. Donc là, les problèmes qui pourraient être détectés à ce moment-là ne sont pas détectés parce qu'ils n'ont pas accès au niveau médical. Ensuite, nous, on a une clinique pour les migrants à statut précaire ici à Montréal. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs problèmes que les enfants ont qui pourraient être réglés facilement, mais ça se détériore parce qu'on n'arrive pas à avoir accès à des plateaux techniques pour faire des opérations. Donc, je vous donne un exemple. On a eu un jeune
qu'il y avait des problèmes d'allocution parce qu'il avait une petite boule sur la langue. Mais cette petite boule, on aurait pu l'enlever dans une opération, une petite chirurgie. Ça prend, 1 heure, 1 heure et demie. Ça aurait pu être fait, mais on n'a pas accès parce que la chirurgie, ça coûte très cher. Et donc cet enfant, maintenant, il va à l'école parce que les enfants peuvent aller à l'école, mais il a des problèmes d'allocution, donc il se fait évidemment un peu rejeter, harceler à l'école, et il va vivre avec cette expérience vraiment un peu traumatisante pour lui pendant des longues années. On aurait pu régler la situation, il pourrait parler normalement comme tout le monde. Alors ça crée des absurdités et des injustices de cet ordre-là. Tout comme d'autres groupes et organismes, vous avez réclamé la couverture des femmes enceintes et l'abolition du délai de carence. Jusqu'à quel point c'est important pour vous, cette association entre ces deux éléments et les enfants nés au Québec de parents migrants? Déjà, pour les femmes enceintes, donc je pense que je vais relever un secret à personne. Un bébé, il sort généralement d'une femme. Donc, il y a un lien entre un nourrisson et sa mère et la santé de la mère. Et on sait aussi que tout l'accompagnement et puis le bien-être de la mère pendant sa grossesse va avoir un impact sur l'enfant à naître. Donc, dans ce sens-là, ça nous semblait logique, quand on parle de santé maternelle et infantile et d'accès aux soins pour les nourrissons, de bien accompagner les mamans dans leur grossesse. L'autre élément avec le délai de carence, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2001, le gouvernement du Québec s'est réveillé et a décidé qu'ils vont mettre en place un délai de carence. Le délai de carence, c'est quoi? C'est pour les nouveaux arrivants, donc les immigrants reçus, oui, et tous les Canadiens qui ont quitté le Canada plus que 183 jours qui reviennent. Donc pendant 3 mois, ils n'ont pas accès à la RAMQ. Et puis, il faut qu'ils se trouvent une assurance privée. Et le gouvernement du Québec, en 2001, quand ils ont pris la décision de mettre en place un délai de carence, c'était basé sur aucun chiffre, sur rien de scientifique. C'était dans l'idée que les gens abusent de la RAMQ. On n'a jamais su plus que ça, mais c'est absurde parce que les gens reviennent au pays ou arrivent au pays, et c'est là ils ont besoin parfois, parce qu'évidemment, ils reviennent de l'étranger, ils ont besoin de soins, et ils n'ont pas accès à la RAMQ, il faut qu'ils se trouvent une assurance privée. Mais les assurances privées, il y a plein de choses qu'elles ne payent pas, dont quand les femmes sont enceintes. Donc, en quelques années, vers 2005, le gouvernement a décidé, suite à la pression des organismes, c'est que les femmes enceintes, même si elles reviennent, il n'y aura pas de délai de carence. Et les femmes aussi victimes de violences conjugales, elles vont avoir accès à tous les services. Et là, on me dit, parfait, donnez ça aussi pour les enfants à ce moment-là, parce que c'est la même... Eux aussi, il faut qu'ils aient accès, qu'il n'y a pas de délai de carence. Oui. Oui. Comme vous l'avez mentionné au début, ça fait 20 ans que le gouvernement, le Parti québécois à l'époque, avait changé la loi pour permettre aux enfants d'avoir accès à la RAMQ. Pourquoi c'est aussi compliqué d'appliquer cette loi? C'est pas que c'est compliqué de appliquer, mais en fait, ce qui s'est passé, ça c'est notre analyse à Médecins du Monde, mais c'est que quand Mme Marois avait dit ça à l'Assemblée nationale, il y a un suivi qui s'est pas fait au niveau de la RAMQ. La RAMQ a eu sa propre interprétation dans ses règlements parce qu'il y a toujours la loi, mais après le problème c'est comment la loi elle va se traduire au niveau dans la vraie vie, au niveau des fonctionnaires, et c'est l'application de cette loi qui a été problématique, où la RAMQ elle avait une interprétation assez particulière de ce que ça veut dire être établi au Québec. Il faut démontrer qu'on est établi au Québec pour avoir accès aux soins de santé. Et donc, ils n'avaient pas du tout la même interprétation que Médecins du Monde et d'autres. Et par exemple, la protectrice du citoyen a même dit que la RAMQ outrepassait ses pouvoirs. Donc, c'est qu'eux, ils décident un petit peu aléatoire qui a accès, qui n'a pas accès. Et puis ensuite, donc comme dans toutes les choses, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, ça prend des organisations externes pour dénoncer ces injustices. Donc ça fait 20 ans qu'on est en train de dénoncer, pas juste nous, mais comme je disais, en entrée de jeu, plein d'autres personnes, d'autres organisations pour dire qu'il faut donner accès aux enfants. En fait, c'est ça ma dernière question. Sentez-vous une ouverture, une volonté de l'actuel gouvernement pour corriger cette injustice?
Je dirais que déjà, le fait d'avoir déposé un projet de loi, c'est le ministre de la Santé lui-même, donc M. Dubé, qui a déposé le projet de loi. Donc déjà ça, pour nous, ça démontre qu'il y a une réelle volonté de trouver une solution à cet enjeu-là. Donc ça, c'est très positif. On était en commission parlementaire la semaine dernière, il y a 2 semaines, puis il y a l'association des pédiatres et puis d'autres qui sont passés le 21 avril. Donc là, on attend de voir, mais je vous dirais ce qui sort de toutes les différentes présentations à la commission parlementaire, c'est de que le projet de loi est beaucoup trop compliqué, la façon comment il est fait, parce qu'il laisse trop de place au pouvoir discrétionnaire. Et ensuite, la deuxième préoccupation pour la majorité des intervenants, c'est des enfants qui ne sont pas nés ici. Ils devraient aussi avoir accès aux soins de santé. Et les femmes enceintes et le délai de carence. Donc, ce qui est bien, c'est que toutes les représentations qui ont été faites par des organisations soulèvent les mêmes enjeux. Et donc là, il faut être patient parce que c'est le système parlementaire démocratique. Il faut attendre de voir le rapport de la Commission de la santé et puis ensuite l'amendement qui sera fait au projet de loi qui était déposé initialement. Merci pour ces explications. Nadia Polayer, directrice générale Médecins du Monde Canada. Merci, au plaisir. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Merci à mon équipe de recherche. Merci à Ronedi à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 103 FM. Merci.